Nous poursuivons maintenant le programme, notre parcours réflexif surtout, avec une conférence qui constitue à elle seule un moment charnière de cette journée. Elle s'intitule Tahani, refaire le fagot des savoirs, programme pour une disruption décoloniale dans les sciences sociales africaines. Donc je pense que c'est un thème qui nous invite à un exercice aussi exigeant que nécessaire, revenir surtout aux fondations même de nos sciences sociales. Cela interroge la manière dont nos savoirs se sont constitués, sélectionnés, classés, parfois même hiérarchisés, et la manière dont ces structures continuent d'influencer notre lecture du réel. Donc il s'agit d'un programme de disruption décoloniale, un projet intellectuel qui examine les cadres analytiques qui ont longtemps guidé les sciences sociales africaines, dévoile leurs limites et leurs angles morts et propose d'ouvrir de nouveaux espaces pour des savoirs pluriels ancrés dans les expériences africaines, capables de dialoguer avec d'autres épistémologies sans s'y dissoudre. Donc cette conférence pose ainsi une question centrale: comment penser autrement, comment penser depuis d'autres ancrages et comment rassembler à nouveaux frais les ressources multiples qui constituent nos savoirs. Et pour porter ce chantier laborieux, ambitieux, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Chersadi Boussakho, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Alors, le professeur Chersadi Boussakho est anthropologue et sociologue, enseignant-chercheur au département de sociologie de l'Université Gaston Berger. Il est spécialiste des dynamiques socio-écologiques et des transformations sociales contemporaines en Afrique de l'Ouest. Ses travaux s'inscrivent dans une perspective critique et décoloniale à l'intersection de l'écologie politique, de la socio-anthropologie, et dans cette perspective, il explore les usages sociaux de la nature et les formes locales d'adaptation, de résistance et de savoir écologique. Et dans cette conférence qui sera enrichie et prolongée par les perspectives de nos distingués discutants, nous avons avec nous le professeur Felwine Sarr, qui est universitaire sénégalais, écrivain et musicien. Il est Anne-Marie Bryan Distinguished professeur d'études romanes à l'université de Duke en Caroline du Nord et professeur titulaire des universités à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est agrégé en économie et ses travaux portent sur l'économie, l'écologie des savoirs, la philosophie contemporaine africaine, les politiques économiques et l'épistémologie. Nous aurons avec nous aussi le docteur Philippe Lavigne Delville, qui est socio-anthropologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier. Ses thèmes de recherche sont les politiques publiques et l'action publique d'une part, et les dynamiques et politiques foncières d'autre part. Il travaille principalement au Sénégal depuis 2018 et est membre du comité de rédaction de Global Africa. Et pour enfin terminer, nous avons le professeur Firmin Bala, qui est spécialiste des droits humains et du développement international avec plus de 20 ans d'expérience. Son travail conjugue recherche, plaidoyer, gestion de programmes sur le terrain, principalement en Afrique de l'Ouest et centrale. Ses domaines d'action prioritaires incluent la lutte contre les violations des droits fondamentaux, les inégalités et les discriminations, avec un accent surtout marqué sur la lutte contre les violences basées sur le genre et les questions humanitaires. Vous pouvez rejoindre le podium, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Prof, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut... Excellent. Bonjour à tous et à toutes. Je me sens particulièrement honoré aujourd'hui de participer à cet anniversaire intellectuel et de production et de refondation. Et je suis d'autant plus honoré, je me sens d'autant plus honoré que je vais avoir l'honneur de présenter quelques éléments de mon propos à côté d'un panel de discutants illustres, exceptionnels. Vous avez entendu un peu leur parcours,
mais je sais aussi que je m'adresse à un public, entre guillemets, qui apportera beaucoup de richesse au travail que je suis en train de proposer. Je voulais libérer mes mains, mais ça va? Ça marche pas. Non, c'est pas grave. Je vais gérer. Ok. Je sais que j'ai 30 minutes, mais peut-être que je vais consommer moins de mon temps pour laisser à mes discutants le plus de temps possible. Malheureusement, mon contenu pourrait tenir sur plus d'une journée de lecture, mais comme on dit en Wolof, le douf si nag bi, khadjoul si cin li, c'est-à-dire tout le gras du bœuf ne peut pas se cuisiner dans une seule marmite. Je suis désolé pour les végétariens. Alors, ma communication qui a disparu s'appelle... On peut le revoir? On peut reprendre le titre? Ok, ma communication donc s'appelle Tahani, refaire le fagot des savoirs, programme pour une disruption décoloniale dans les sciences sociales africaines. Alors Tahani, c'est un terme wolof, je reviendrai à ça tout à l'heure, mais Tahani, c'est vraiment le mouvement de faire le fagot étant Tahan. Mais je reviendrai dans ça, je ne vais pas perdre du temps comme l'aurait fait la brillante Penda. Je ne vais pas perdre du temps et je vais donc aller directement dans mon propos. Le projet décolonial en Afrique s'est ouvert comme une promesse, la promesse de la refondation radicale des manières de connaître, des manières de se connaître, mais cette promesse semble aujourd'hui en suspens, capturée qu'elle est par des discours politiquement neutralisés. Les institutions, les carrières, les curricula qui font les sciences sociales africaines demeurent aujourd'hui majoritairement gouvernées par des logiques de production, d'évaluation, de validation et de légitimation orientées par des schèmes épistémiques hégémoniques et qui sont centrés sur le modèle de la rationalité scientifique de l'Occident moderne. La question se pose alors de savoir qu'est-ce que signifie aujourd'hui pour les sciences sociales globalement, mais surtout les anthropologies et les sociologies africaines ou qui pensent l'Afrique, qu'est-ce que signifie pour ces sciences-là décoloniser les savoirs si les pratiques qui les produisent restent assujetties à la même grammaire coloniale. C'est à cette tension-là que le Tahani essaie en fait d'apporter quelques éléments de discussion autour du plan que voici. Donc, dans un premier temps, je vais essayer d'interroger le tournant décolonial. Mon hypothèse, c'est que le tournant décolonial que nous vivons actuellement depuis quelques années est piégé. Et piégé par la capacité du système hégémonique à phagocyter sa propre critique. Et pour se sortir de ce piège, je pense qu'il faut repolitiser ce tournant décolonial. Et je vais donc proposer un deuxième temps autour de la repolitisation du tournant décolonial. Et c'est dans cette perspective de repolitiser le tournant décolonial que je propose Tahani, qui est un programme en actes. Ce n'est pas simplement un discours, c'est un programme en actes, et c'est 3 actes spécifiques que je vais essayer d'exposer pour en discuter. Donc, j'appellerai votre indulgence, puisque c'est une maturation conceptuelle qui est en cours et qui demande que vous puissiez simplement l'aider à grandir. Donc, en s'appuyant sur les termes wolof Tahan, qui signifie le fagot de bois, donc cet assemblage hétérogène de brins et de branches qui tiennent non pas par la fusion, mais par le lien. Et l'autre terme qui est Tahani, qui représente tous les mouvements et toutes les dynamiques sociaux et symboliques qui sont impliqués dans les actes pour faire le fagot. La proposition Tahani s'entend comme un travail de recomposition. La notion de fagot des savoirs qu'il apporte repose sur une ontologie des reliances, je pense à Morin notamment, entre des savoirs qui sont éclatés, désamorcés et disqualifiés par la modernité coloniale. Tahani conçoit les savoirs non comme des stocks de vérité, mais comme un tissu de relations, un ensemble de liens qui rendent le monde habitable. Le fagot se construit à partir d'une logique de solidarité circulaire, logique dans laquelle
en fait, chaque élément s'enchâsse dans les autres en réciprocité et en interdépendance. La circularité, cette circularité qui est promue par Tahani, rompt avec l'ordre hiérarchique naturaliste occidental, dont on a parlé ce matin, et je disais que je voulais donner mon temps de parole à mon collègue qui avait si brillamment parlé de l'ordre naturaliste occidental. Mais elle rompt donc avec cet ordre hiérarchique pour renouer avec les ontologies relationnelles. Particulièrement en Afrique, on en a. Pas que dire que l'Afrique, c'est le territoire des ontologies relationnelles, mais en Afrique de l'Ouest en particulier, on a des ontologies relationnelles qui sont fondées sur la continuité entre humain et non humain, la continuité entre le monde non spirituel et le monde spirituel. La notion de fagot des savoirs s'ancre dans les épistémologies ou dans les pistes épistémologiques balisées par les travaux de grands chercheurs comme Cheikh Anta Diop, Valentin Modimbe, Pauline Untunji, Geoffrey Boudéman et tant d'autres qui ont chacun contribué à la revalorisation d'une ontologie du lien et de la pluralité dans les pensées en montrant comment les humains, les collectifs non humains, y forment un tout qu'il faut envisager dans sa complexité pour la connaître. La robustesse ainsi entendue de la notion de fagot ne réside pas dans la rigidité ou dans une sorte de pureté essentialiste des éléments qui le constituent, mais dans leur capacité à tenir ensemble sans se confondre, à coexister dans la tension et dans les différences. C'est une robustesse écologique issue de la coprésence et de la coexistence comparable à ce que Haraway, en 2016, décrivait comme la capacité à rester en contact dans des mondes abîmés. Le fagot figure ainsi des modalités collectives d'usage et de transmission. Il se porte, il se transporte, il se transmet, il s'use, il se transforme, il se recompose. Le fagot matérialise une conception écosystémique des savoirs qui favorise le maintien et le partage des liens, les circulations des liens, qui favorise le maintien et le partage par les liens, les circulations et les mémoires. En cela, il symbolise une certaine conception subsaharienne du savoir, comme tissu vivant, fait d'interdépendance, d'héritage et de continuité. Dans cette optique, apprendre, connaître, revient à entretenir des liens plutôt que d'accumuler des contenus. La notion de fagot des savoirs est décoloniale, en ce qu'elle s'oppose à la logique de fragmentation, d'hiérarchisation et d'extraction qui a structuré la colonialité des savoirs depuis la modernité occidentale. Le fagot propose de relier plutôt que de séparer, de coexister plutôt que de dominer. Le concept réhabilite ainsi la circularité inhérente au savoir en tant que mode de l'attachement au monde. Il refuse la temporalité linéaire du progrès pour renouer avec les rythmes cycliques, mémoriels et communautaires des sociétés, en particulier les sociétés africaines. Ces temps longs d'émergence, d'hésitation, de maturation et de transmission que la modernité scientifique a disqualifié comme étant inefficace et non performant. La transmission que j'entends ici n'est pas une simple reproduction, mais elle fonctionne comme une réactivation créative d'héritage. C'est une transmission qui réamorce et remet en circulation des savoirs pratiques, spirituels, rituels, expérientiels, marginalisés et réduits au silence par les dynamiques d'épistémicide. Ainsi, le concept de fagot des savoirs substitue à l'universalité abstraite une politique des communs fondée sur la circularité, la réciprocité et la mémoire partagée. Le concept porte les possibilités d'une science qui relie au lieu de conquérir, qui soigne au lieu de dominer et qui transmet pour continuer à faire monde. Sous ce rapport, la proposition Tahani s'inscrit dans la vision partagée que les espaces décoloniaux africains, la vision partagée dans les espaces décoloniaux africains, selon laquelle la refondation des sciences sociales en Afrique passe par la requalification de leurs concepts, la réappropriation de leurs sources et la restitution de leur souffle éthique.
les feux est compté? C'est pas compté. Alors, si les indépendances publiques du milieu du XXe siècle ont proclamé la souveraineté des États africains, elles n'ont pas pour autant libéré les savoirs académiques de leur tutelle épistémique. Des auteurs l'ont souligné, Achille Mbembe, Walter Mignolo, Kizano. Ces auteurs soulignent que les structures de domination coloniale ont migré vers des formes plus diffuses et plus persistantes que des auteurs comme Maldonado, Torres ou d'autres désignent sous le terme de colonialité du savoir. Je ne veux pas citer un grand auteur qui est discutant de mon panel pour ne pas le corrompre, mais je pense à lui aussi. Cette colonialité du savoir se manifeste par la contrainte politique brutale et directe, mais aussi par des hiérarchies symboliques et cognitives qui sont inscrites dans les institutions de recherche, dans les modes de validation et de légitimation scientifique. Dans les champs académiques africains, cette colonialité du savoir se traduit par une dépendance persistante vis-à-vis des paradigmes de la modernité occidentale. Les sciences sociales africaines, globalement, ont été façonnées dans le moule d'un projet connectif au sein duquel les réalités africaines furent d'abord l'objet d'une anthropologie de l'altérité avant de devenir un terrain pour l'application de modèles exogènes de pensée et d'action. Cette dépendance épistémique a empêché la constitution des sciences sociales véritablement africaines, enchâssées dans les pratiques, les cosmologies et les historicités locales. Cette situation fait porter au tournant décolonial actuel des enjeux majeurs et variés, mais en fait aussi et surtout un espace d'ambivalence articulé autour des aspirations de liberté épistémique et des logiques de reproduction, qu'elles soient inconscientes ou stratégiques, de reproduction donc des structures de la dépendance. En effet, de nombreuses initiatives intellectuelles se réclamant décoloniales reconduisent sous le couvert de critique le langage et les catégories hégémoniques sans interroger leurs conditions d'émergence et ou leur finalité idéologique et politique. Ce paradoxe rend le tournant décolonial piégé, selon mon hypothèse, car il l'oblige à se déployer dans un champ où la critique du Nord global continue d'être validée par les mêmes régimes de reconnaissance et de performance qu'il prétend subvertir. Or, pour l'Afrique, la décolonisation des sciences ne peut se réduire à un simple changement de lexique ou d'architecture théorique. Elle suppose une transformation radicale des conditions de production, de circulation et d'appropriation des savoirs dans une logique de justice et de souveraineté épistémique, comme pensaient Viswanathan ou Ontunji et Kizerbo. Cette transformation appelle à repenser le rapport entre savoir, pouvoir et vie sociale, en articulant la connaissance ou les connaissances à des pratiques de subjectivation et à des pratiques de résistance collective. C'est dans cet horizon que s'inscrit la proposition Tahani, qui prolonge et actualise l'intuition intellectuelle et éthique qui est dans la plupart des grands travaux scientifiques autour de la décolonialité et selon laquelle les sciences sociales africaines ne sauraient être décolonisées tant qu'elles ne se réancrent pas dans les épistémologies locales, dans les formes orales, scriptures, rituelles et spirituelles qui ont historiquement structuré les sociétés africaines. Dans cette perspective, la proposition Tahani vise à interroger non seulement les conditions coloniales de production des savoirs scientifiques, mais aussi la manière dont celles-ci ou ces conditions ont été intériorisées dans les pratiques de recherche, les institutions universitaires et les subjectivités savantes africaines. En particulier, il s'agit de penser les anthropologies et les sociologies africaines comme des dispositifs politiques, au sens de Michel Foucault, dans lesquels discours, normes, carrières, rites, mythes, etc. de la scientificité s'entrecroisent pour reproduire un ordre cognitif standardisé. Cette proposition, inspirée à la fois de la critique décoloniale latino-américaine et de l'écologie politique des savoirs, postule que les sciences sociales africaines, les anthropologies et les sociologies en particulier, ne sont pas seulement des disciplines académiques, mais sont des pratiques sociales au sens de chauve. Ce sont des pratiques sociales systémiques, inscrites dans des rapports de pouvoir, dans des économies symboliques
dans des infrastructures coloniales qui gouvernent les savoirs. Penser la décolonisation de ces disciplines invite donc à réexaminer les structures et les textures même de leurs pratiques. En d'autres termes, examiner leur attachement, leur dépendance, leur rythme de reconnaissance, leur modalité d'évaluation et de validation. Pour sortir du piège de la disjonction entre discours et pratique, il faut déplacer la décolonialité de la sphère discursive vers la sphère pratique. Autrement dit, il faut faire décolonialement. Pour cela, il importe de commencer par politiser radicalement le tournant décolonial. Cette politisation consiste à comprendre la production des savoirs comme un acte situé, collectif et stratégique, impliquant des institutions, des corps et des affects. Elle s'appuie sur une conception de la science comme attachement situé et non comme exercice neutre d'une raison désincarnée. En conformité avec cette idée, Tahani se veut être un programme d'action qui se destine à contribuer au mouvement de rééducation épistémique en cours dans les Suds, lesquels mouvements sont des opportunités historiques majeures pour une refondation politique des savoirs en sciences sociales. La proposition Tahani est articulée autour de 3 actes théoriques, épistémologiques et pratiques. La première consiste en la rupture avec la fétichisation de la science singulière et la dépendance à l'idéologie de la performance. C'est l'acte qui vise à désintoxiquer les sciences sociales. Le deuxième acte, c'est la restauration et la réhabilitation des vertus heuristiques et interprétatives des ontologies relationnelles africaines comme fondement des savoirs et des qualités des savoirs anthropologiques et sociologiques. Cet acte vise à détricoter l'héritage naturaliste occidental et à réenchasser la recherche scientifique dans les dynamiques sociales locales de co-construction des savoirs. Ça, c'est l'acte 3 qui vise à faire science par les sciences citoyennes et communautaires. Ces 3 actes constituent le cœur de la dynamique de reconstitution du fagot du savoir. Dynamique se structurant autour d'un ensemble de pratiques, de postures et de politiques. Dynamique se structurant autour d'un ensemble de pratiques, de postures et de politiques visant à relier ce qui, dans le processus de connaissance des collectifs humains, a été disjoint par la modernité occidentale, c'est-à-dire les savoirs et les vies, les chercheurs et les communautés, les concepts et les pratiques, les locaux et les universels. Alors, merci. Je vais passer sous silence le point. En fait, j'ai donné quelques éléments de pourquoi je pense que le tournant décolonial est piégé, mais je pourrais revenir à ça, mais je veux aller sur la nécessité de la politisation du tournant décolonial piégé. La raison majeure ou l'argument majeur qui, pour moi, fait que le tournant décolonial est piégé, c'est que, en fait, on fait du décolonial dans le colonial. On utilise les mêmes concepts, les mêmes notions. En fait, finalement, travailler sur la décolonialité ou produire sur la décolonialité sert à se vêtir des vêtures habituelles. Donc, présentation de colloques, présentation d'articles scientifiques, graduation en diplôme académique, etc. Donc, de ce point de vue, l'une des apories centrales du projet décolonial contemporain réside dans sa captation dans le langage de la critique au détriment des actes de transformation. Depuis les travaux fondateurs de Quijano et de ses suites, les sciences sociales dans le Sud global ont entrepris de repenser les conditions de production de la connaissance en dehors des matrices eurocentrées et eurocentrées. Cependant, cette entreprise a été confinée dans les marges institutionnelles de la modernité scientifique. La politisation du tournant décolonial exige précisément
de s'affranchir des torpeurs institutionnelles pour faire advenir une praxis décoloniale favorable à l'émergence des sciences qui agissent sur le réel autant qu'elles le décrivent. En cela, l'on fait sien l'idée que la critique du savoir moderne doit s'accompagner d'un principe de libération qui dépasse le registre de la contestation symbolique pour s'inscrire dans les luttes concrètes de subjectivation et d'émancipation. L'horizon politique de la décolonialité, ainsi entendue, est un engagement dans la construction d'un contre-monde épistémique, c'est-à-dire d'une ontologie politique de la connaissance qui redonne sens à la production ancrée des savoirs scientifiques. Dans cette perspective, politiser la décolonialité, c'est refuser qu'elle devienne un label académique ou une posture esthétique. C'est restituer à la pensée décoloniale sa charge subversive initiale, celle d'une praxis critique enracinée dans les communautés et dans les épistémies du Sud, capable d'intervenir sur les rapports de pouvoir qui structurent la fabrique même du savoir humain global. Car le succès du paradigme décolonial dans les milieux universitaires a paradoxalement contribué à sa domestication. Celle-ci est une modalité du brutalisme. Vous savez à quel auteur je pense. Du brutalisme donc de la raison académique, lequel établit un système où la connaissance devient plus un instrument de domination qu'un espace de liberté et de création. Dans ces conditions de désactivation institutionnelle, la politisation radicale du paradigme décolonial suppose une relocalisation du savoir, pensée à partir des territoires, des langues, des cosmologies et des pratiques des Suds. Elle implique une réarticulation des rapports entre théorie et expérience, entre production intellectuelle et reproduction sociale. Pour Mignolo, par exemple, la désobéissance épistémique consiste à rompre avec la logique de validation occidentale et à reconnaître la légitimité des savoirs produits depuis les marges, comme y invitait d'ailleurs Édouard Saïd quelques décennies plus tard. Cependant, cette désobéissance reste insuffisante si elle ne s'accompagne pas d'une reconstruction institutionnelle et d'une praxis collective. C'est pourquoi politiser le tournant décolonial engage à refuser la séparation entre épistémé et police. Cette proposition, Tahani donc, qui appelle à s'atteler patiemment à refaire le fagot des savoirs, s'inscrit dans cette logique. Il ne s'agit pas d'additionner des connaissances, mais de les relier dans une dynamique de coprésence. Là où la modernité scientifique a dissocié, Tahani appelle à rattacher. Là où la science moderne a hiérarchisé, la proposition appelle à égaliser. Là où l'universalisme a imposé, la proposition Tahani refait les ponts du dialogue créateur des particularismes. Sous ce rapport, cette proposition rejoint le concept de pluriversalité développé par Grosch-Fogel, pour qui l'horizon de la décolonialité n'est pas un anti-universalisme, mais un universalisme pluriel fondé sur l'équivalence et l'interfécondation. La politisation du tournant décolonial passe par une refondation des pratiques scientifiques elles-mêmes. Aussi, les sciences sociales africaines ne peuvent-elles pas se soustraire à l'appel à elles fait par l'histoire de se défaire de leurs caractéristiques de caisse de résonance, d'une certaine conformité idéologique et ou institutionnelle pour devenir les outils d'une plurielle présence cognitive incarnée et ancrée. Pour cela, elles doivent assumer leur position située en s'efforçant de produire des connaissances qui offrent les réponses aux conditions de vie, aux cosmologies et aux expériences de leur contexte. Ensuite, elles doivent s'affranchir des évidences de la hiérarchie entre savoirs en posant pour établi que le discours scientifique n'est pas supérieur au savoir populaire, rituel, spirituel, dont il n'est qu'une possible traduction. Enfin, elles doivent se reconnecter à la praxis communautaire pour que les recherches qui leur donnent matière s'inscrivent dans des projets de transformation sociale pensés et voulus comme creuset de justice et de souveraineté cognitive. Tahani est donc un programme en acte, dont le premier est
la désintoxication des savoirs, des sciences sociales. Tahani, acte 1 donc, désintoxiquer les sciences sociales. Comme je l'ai déjà dit, la proposition s'articule autour d'un processus en acte solidaire dont le premier est donc cette désintoxication des anthropologies et des sociologies africaines ou qui pensent l'Afrique. Cette désintoxication fait référence à la nécessité de rompre avec les multiples addictions épistémiques qui continuent d'entraver la créativité et la souveraineté des sciences sociales africaines. L'intoxication visée ici va au-delà de la dépendance institutionnelle ou linguistique. Elle touche aux modalités de la pensée elle-même, lesquelles sont influencées par une captation des imaginaires, des affects et des habitudes scientifiques par le lexique, les normes et les rituels des sciences de la modernité occidentale. En effet, dans les universités africaines, la vie académique est souvent structurée par des dispositifs que Foucault aurait décrits comme des régimes de vérité et de pratique. Ce sont des ensembles de procédures, de discours et de sanctions qui définissent ce qu'il est légitime de dire, d'enseigner, de publier, donc de savoir. Or, ces régimes façonnent des subjectivités scientifiques et les disciplines en chercheurs performants, calibrés pour produire des résultats mesurables selon les standards d'évaluation internationaux. Il s'agit là proprement d'un processus de conditionnement dont il faut entreprendre la déconstruction en défaisant les habitudes intellectuelles héritées des paradigmes pragmatistes coloniaux et en dépassant la fétichisation de la science occidentalo-centrée, y compris ses mythes, rites et cultes. Pour cela, il faut une volonté explicite de reconstruction, car dans les contextes académiques postcoloniaux, le mot science fonctionne encore comme un mot programme, un véritable opérateur d'ordre et d'hiérarchie. Son usage continue de servir à une orientation stratégique implicite, produire de la vérité universelle, séparer le rationnel de l'irrationnel, classer les savoirs selon leur degré de conformité au modèle hégémonique et à ses singularités. Cette structure discursive et idéologique a constitué depuis le XIXe siècle l'infrastructure coloniale du savoir, faisant de la notion même de science un outil d'administration, de recensement et de classification des populations et des milieux. Elle a permis au discours scientifique de construire une sorte de naturalisation de la domination au nom du progrès. Dans les sciences sociales africaines, cette infrastructure n'a pas disparu. Elle s'est internalisée. Les chercheurs africains ont été sommés de se constituer en scientifiques adaptés aux normes exogènes, quitte à renoncer à la richesse méthodologique, symbolique et rituelle de leurs propres cadres sociaux de sens. Dans ces conditions, la désintoxication commence par un travail linguistique et de création conceptuelle permettant de défaire les charges coloniales contenues dans les mots employés pour faire science. Objectivité, objet, terrain, données, modèle, neutralité, échantillon, analyse, etc. Et de s'ancrer donc dans les contextes qu'ils se destinent à interpréter. Pour ce qui est des sciences sociales plus spécifiquement, l'un des symptômes les plus visibles de leur intoxication coloniale est le tropisme de la performance qui fonde une rationalité optimisatrice de tout dans tous les domaines de connaissances, production, diffusion, enseignement, évaluation. En partie, cela résulte du fait que les institutions universitaires africaines sont aujourd'hui intégrées dans une économie globale du savoir, gouvernée par la quantification. Cette situation n'est pas neutre. La notion de performance est en soi un dispositif au sens de Foucault. Elle classe, elle discipline, elle hiérarchise. Les producteurs et les productrices de savoir intégrés dans les circuits de la compétition académique reproduisent à ce titre une gouvernementalité de la performance qui fait que les chercheurs sont évalués selon le nombre de publications indexées, le nombre de projets gagnés, etc., et non selon leur ancrage social et leur contribution à la justice cognitive. La performance constitue ainsi une politique du visible et de l'existence scientifique aux dépens de la conformité aux cadres sociaux. Il me reste 20 minutes. Je finis. Dans quelques instants, je finis. Dans cette configuration, la performance devient un instrument de domestication cognitive
qui polie les aspérités créatrices et se constitue comme une manière différente de reconduire les hiérarchies coloniales sous des formes indûment valorisées. Je saute très rapidement et dire que une autre addiction dont il faut, donc première addiction dont il faut se désintoxiquer, c'est l'addiction de la performance. L'autre addiction dont il faut se désintoxiquer est celle particulièrement insidieuse de la neutralité axiologique, héritée de l'épistémologie baslardienne, de la sociologie weberienne et du positivisme durkheimien. Dans les sciences sociales africaines, ou qui pensent l'Afrique, cette neutralité sert souvent de paravent à une certaine démission scientifique et politique, se déclarer neutre, justifiant le renoncement à adresser les rapports de domination qui structurent la production des savoirs et leur usage. Or, la recherche n'est jamais neutre. Au contraire, elle prend position, même lorsqu'elle prétend ne pas le faire. Et cette prise de position non explicite reproduit et renforce l'emprise du modèle imposé. Haraway parlait à ce propos de situated knowledge. Donc, l'illusion d'un point de vue universel et neutre est une fiction politique, et se désintoxiquer de cette illusion, c'est assumer le caractère situé et situationnel de tout savoir, c'est donc réhabiliter la neutralité, c'est réhabiliter la non-neutralité comme participant des forces créatives de savoir et refuser de s'en distancer selon les prescriptions des puristes de la rupture épistémologique. Deuxième acte, 1 minute par acte. Deuxième acte, détricoter l'héritage naturaliste dans les anthropologies et les sociologies africaines en particulier. Dans le cadre de ce deuxième acte, il est question d'engager les pistes pour un travail de démontage de la trame naturaliste occidentale qui continue de structurer les sciences. Ce naturalisme, moteur ardent de la modernité, a imposé une ontologie de la séparation dans les systèmes de représentation de connaissances et de rapports au monde. Vivers de Castro et Philippe Descola, des anthropologues français entre autres, ont montré que cette ontologie de la séparation n'est pas universelle. Elle constitue une exception historique de l'Occident moderne. Pourtant, elle s'impose comme le cadre épistémique cognitif mondial, notamment à travers les sciences sociales qui ont cherché à expliquer les sociétés et les logiques du social selon les catégories de la raison naturaliste. Le naturalisme n'a pas seulement façonné et structuré les modèles pour connaître dans les sciences sociales. Il a aussi et surtout établi comme une évidence que certaines façons d'être et de se rapporter au monde étaient supérieures à d'autres. Cette ontologie hiérarchisante justifie aujourd'hui encore les asymétries politiques, symboliques et pratiques entre savoirs scientifiques et ceux considérés comme communautaires, traditionnels, etc. Vivers de Castro rappelle que dans les cosmologies amazoniennes, les humains et les non-humains partagent un même plan d'existence, une même continuité ontologique qui est fondée sur la relation et non sur la séparation. En Afrique plurielle, la logique qui est au cœur, cette logique de la séparation qui est au cœur de la colonialité des sciences, s'exprime de manière diversifiée, et il importe donc de détricoter cet héritage pour restaurer la continuité ontologique entre humains, milieu et savoir. C'est reconnaître que la connaissance ne résulte pas de la domination, mais de la co-appartenance, de la co-présence et de la co-interprétation, et donc de la co-action. Ceci est particulièrement nécessaire pour adresser l'héritage naturaliste dans les sciences sociales. Et je saute encore une petite partie pour aller à Tahani, acte 3. Tahani, acte 3, c'est donc faire science. Parce que le mot science appartient à l'universel pluriel. C'est donc faire science par les sciences citoyennes communautaires. Ce troisième acte, qui est l'acte de conclusion, appelle à faire science autrement, en rompant avec le monopole académique de la production, de la validation et de la valorisation des savoirs. Il ne s'agit donc pas de rompre avec la science comme modalité d'accès au réel, mais de l'habiter et de la signifier différemment, car elle demeure un bien commun que tous les peuples peuvent légitimement revendiquer. En effet, le modèle de la science universelle, tout en enfermant les chercheurs dans les structures de dépendance cognitive et symbolique discutées antérieurement, a participé à déposséder les communautés de leur droit de dire, de leur droit d'interpréter, de leur droit de transformer leur propre réalité, de même qu'il a accentué leur subordination épistémique. La prise de conscience
des conséquences coloniales d'une telle situation de déni de puissance à signifier le monde justifie l'engagement à résolument déprogrammer ce schéma de production des savoirs et des usages des savoirs. Pour cela, il importe de reconnaître que les savoirs, loin d'être des propriétés souvent individuelles, comme dans le cas des savoirs brevetés, sont des capacités collectives d'enquête, des capacités collectives d'attribution de signification, d'assignation et d'usage. Prendre la mesure de cette reconnaissance, c'est admettre qu'il faut inscrire la recherche dans les mouvements de société elles-mêmes, c'est-à-dire dans leur lutte, dans leur savoir-faire, leur savoir-être, leur savoir-pratique, bref, leur cosmologie. Dans ce dernier acte, j'en appelle aux sciences citoyennes que j'aimerais voir être des sciences citoyennes communautaires. Les sciences, ça c'est le dernier mot. Les sciences citoyennes communautaires s'appuient précisément sur cette caractéristique des savoirs intrinsèquement situés. Elles valorisent et actualisent la territorialisation des savoirs, les dynamiques à travers lesquelles les questions émergent de manière complexe des contextes. Les hypothèses et les modèles de quête de réponse sont construits collectivement et de manière intégrée. Les résultats sont considérés comme des copossessions. Cette dernière notion de copossession est à distinguer avec la copropriété, qui implique par elle-même la notion de propriété, qui est vectrice des instincts et des mécanismes d'appropriation privative, de contrôle exclusif et de marchandisation des savoirs. Les savoirs copossédés, parce que coproduits, embarquent la co-responsabilité et l'engagement collectif dans leur gestion et leur circulation. Ils forment une sorte de science du dedans au sens de Mudimbe, c'est-à-dire une science qui part des contextes et s'établit par les significations vécues. Dans cette perspective, les savoirs scientifiques comme copossession sont des biens communs. Ces derniers sont entendus ici dans le sens de Holstrom. Li douf si nag bi, xajul si cin li, donc je m'en arrête là. Merci beaucoup, professeur. La présentation que nous venons d'entendre nous a offert une plongée dense et exigeante et nécessaire surtout au cœur d'un chantier intellectuel majeur, refaire le fagot des savoirs. Donc notre conférencier a su éclairer avec finesse et profondeur les tensions, les héritages et les horizons qui traversent en tout cas les sciences sociales africaines tout simplement. Et il a surtout rappelé que recomposer les savoirs, ce n'est pas seulement revisiter nos outils théoriques, c'est aussi un geste politique, épistémologique et collectif. C'est accepter de questionner ce qui semblait évident, redonner voix à ce qui fut longtemps marginalisé et imaginer des cadres capables d'accueillir la complexité de nos réalités. Qu'il me soit donc permis de remercier très chaleureusement le professeur Chersadebo Sakho pour cette contribution de haute facture. Et pour prolonger cette réflexion, pour la questionner, la déplacer et surtout en révéler toutes les nuances, nous avons le privilège d'écouter ceux dont la mission est précisément de nourrir ce débat. Nous discutons. Donc j'ai ainsi le plaisir de donner successivement la parole pour 5 minutes chacun, successivement au professeur Felwine Sarr, à M. Philippe Lavigne Delville et à M. Firmin Mbala. Donc les regards critiques vont permettre d'enrichir en tout cas davantage cette exploration des savoirs et leur recomposition. La parole est à vous. Acte 1, respectez le temps de parole. Merci beaucoup. Un grand merci. Donc je vais aller droit au but. Le projet de Chersadebo est vraiment important, il est salutaire. Il a une portée non seulement théorique au début, mais il a surtout une portée pratique et politique. Donc il veut proposer une matrice pour repenser et constituer les savoirs dans les sciences sociales et humaines africaines. Il reprend un projet théorique que des auteurs comme Valentin Mudimbe ont tenté d'instituer dans les années 80, avec des repères importants, l'autre face du royaume, une réflexion sur l'ethnologie, les langages en folie, et surtout l'odeur du père, 1982, où Mudimbe se pose la question de savoir quelle est la révolution épistémique qui permettrait aux sciences sociales africaines de véritablement naître en sortant d'une sorte de contraintes épistémologiques issues des catégories de la science occidentale. Et il relativise le prétendu universalisme de ces catégories et il montre que les sciences sociales véritablement africaines doivent s'intégrer dans les gradients des cultures africaines et répondre à leurs problématiques transformationnelles.
il m'avait semblé que ce projet était resté en panne depuis que Mudimbe l'avait énoncé. On n'en voyait pas une application dans nos espaces académiques ou dans nos lieux épistémiques, et qu'on se contentait d'une réitération de la revendication et du désir, mais que fondamentalement le travail ne se faisait pas. Et ce que j'apprécie dans ce que tu fais, c'est que tu nous intimes l'exigence de mettre le chantier en pratique et d'arrêter de le signifier dans l'espace discursif. Alors, rapidement, ce à quoi je voudrais contribuer, c'est peut-être à des manières de le mettre en pratique, mais en même temps, en réitérant le fait que le travail théorique n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un moment, me semble-t-il, où la réflexion sur la réinvention d'espaces épistémiques qui transformerait nos sociétés ou qui les émanciperait est un travail qui est achevé. Je pense qu'il faut continuer de le faire en évitant les postures et les poses, et en même temps ouvrir des chantiers dans l'espace de la praxis pour interféconder ce chantier théorique-là. Donc je remonte à Mudimbe. Effectivement, un champ épistémologique est un espace qui est contraignant, dont il est difficile de sortir, et tu l'as bien mis en évidence, l'anthropologie, l'ethnologie ont des racines coloniales et sont des expressions de configuration épistémologique étrangère au continent, issues d'une matrice culturelle donnée. Alors, il y a eu la proposition de réorganiser les disciplines. Donc l'une des questions, c'est est-ce qu'on peut penser qu'il est possible de réorganiser les disciplines telles qu'on les connaît et d'ouvrir d'autres espaces d'interfécondation dans les champs disciplinaires qui constituent aujourd'hui les sciences humaines et sociales. La question de la terminologie et de la langue. Réorganiser le champ linguistique ouvre à une réorganisation des savoirs, et Mudimbe dit, comme on a transplanté un univers de savoir issu de l'Égypte antique dans une langue grecque et qui a ouvert à une forme de réorganisation des savoirs qui a cours jusqu'à nos jours, une réorganisation linguistique ouvrirait d'autres champs. Mais le problème, c'est que est-ce que l'application de ces sciences sociales africaines sous le modèle de la synthèse, de l'appropriation et de l'application est suffisant? Il me semble que non. Il me semble que non. Et peut-être ce qui nous manque fondamentalement, c'est de créer des catégories concepts ou des poéceptes issus de nos espaces épistémiques et qui sont des matrices à partir desquelles on refonde un chantier scientifique. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu fais, c'est que le Tahan ouvre à une proposition relationnelle, à une proposition articulante, à une proposition liante. Le savoir n'est pas ici une représentation du monde, il est une manière d'être, donc il est une forme de reliance, comme tu le dis. Mais ce que je trouve intéressant dedans, c'est qu'il horizontalise les propositions épistémiques que l'on met ensemble. Il y a le parti pris du côté de la dimension située du savoir sur lequel j'ai une interrogation. Je pense que les savoirs sont situés et transsitués à la fois. Ils sont situés et transsituables. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous donne ici un concept clé qui est matriciel, à partir duquel on peut tenter une exploration, je dirais, théorique. Et deuxième point sur lequel je m'arrêterai, c'est que fondamentalement, ce travail, il ne pourra être fait s'il n'a pas d'espace sociétaux, expérientiel, épistémique, qui travaille les corps sociaux. Mais le problème que je vois, et que nous n'avons pas encore résolu, c'est que pour que ces institutions existent, et qu'elles soient prises en charge, et qu'elles soient réinnervées, il faut que les instances imaginaires et politiques considèrent que ces chantiers doivent être entrepris. On considère qu'on doit sortir du modèle de l'application et qu'on a quelque chose à faire là-bas. Et là-bas, il me semble que le travail théorique est à poursuivre et le travail imaginaire de réception de ces propositions-là doit être fait pour que le politique crée l'infrastructure qui nous permette d'avoir des espaces où on expérimente cette reconstruction et cette refondation des savoirs-là. Je m'arrêterai là. J'enchaîne. Oui, bonjour à tous et à toutes, et merci au professeur cher Sadibou Saro pour cette intervention très stimulante. C'est vrai qu'autant dans mes recherches, je m'étais affronté à la question du legs colonial dans les politiques foncières et les implications dans les débats sur la réforme et les difficultés de réforme foncière, la question de la pluralité des normes qui traversent les sociétés. Autant, c'est vrai que la question de la décolonialité était relativement nouvelle, et c'est grâce à Global Africa que je commençais à m'y intéresser, à m'y confronter, avec intérêt, des interrogations aussi, en étant sans doute trop enfermé dans les modèles classiques de recherche peut-être, mais en m'interrogeant à chaque fois sur les implications pratiques, en particulier sur la conception et la conduite des recherches.
C'est-à-dire, en fait, grosso modo, je fais quoi avec ça, concrètement, en tout cas par rapport à mes réflexions et mes recherches. Donc c'est quelques réflexions qui sont alimentées plutôt par quelques lectures des textes fondateurs des approches décoloniales. Et effectivement, on voit bien que cette réflexion est complètement fondamentale dans deux sens du terme, dans les enjeux politiques et scientifiques d'une recherche africaine autonome dans ses problématisations et ses questionnements, et aussi parce que, vous l'avez bien montré, ça touche au fondement même de la recherche au sens social. Et en même temps, vous mettez la barre très très haut dans l'ambition, qui fait que du coup, c'est ça, je m'interroge un petit peu parfois sur qu'est-ce que ça dit des travaux actuels, des 50 ans peut-être de recherche sur les dynamiques des sociétés africaines, qui sont variées, qui sont tous marqués par des postulats, des points de vue, des contextes, etc., mais qui me semblent donnent tout de même des résultats extrêmement riches. Et du coup, on me dit que qu'est-ce que cette critique décoloniale fait à l'état des savoirs, pas seulement de façon très, très générique, mais concrètement, vous voyez, en quoi est-ce que la société Wolof de Abdullah Bara Diop, en quoi est-ce que les portes de l'or, cette histoire du Galam depuis le 9e siècle, en quoi est-ce que tous ces travaux un peu fondateurs finalement sont soumis à ce reproche ou à cette critique d'être enfermés dans une matrice eurocentrique, d'être intoxiqués, et jusqu'où est-ce qu'il n'y a pas, sans que ça résolve le problème effectivement, sans que ça permette d'aller au bout des enjeux, déjà des pistes et des bases très, très, très riches pour identifier justement des concepts analytiques qui soient ancrés dans la réalité des sociétés africaines. Et est-ce que finalement reprendre un petit peu ce travail de où est-ce qu'on en est ne serait pas utile aussi pour faire un bilan critique et identifier du coup des biais certainement, mais aussi des impasses qui seraient des objets de recherche concrets à mettre en avant, et sur lesquels mettre une priorité de recherche, quoi. Peut-être la deuxième réflexion, c'est autour de cette question des savoirs, et vous dites très bien que la reconnaissance des savoirs locaux, populaires, communautaires est fondamentale dans cette refondation des sciences sociales. Et il est clair que tous les savoirs sont situés, dynamiques, hétérogènes, et puis aussi incarnés dans des groupes sociaux. Et c'est cette dimension d'incarnation dans des groupes sociaux, donc dans des dynamiques sociales, dans peut-être dans des luttes d'influence aussi, qui me paraît utile pour réfléchir sur la question des savoirs, parce que il me semble que m'interroge sur les savoirs, mais aussi sur les représentations, sur les aspirations. Et encore une fois, sur le cas du foncier, on voit bien que la tension, l'opposition entre des visions plutôt propriétaristes, individualistes et des logiques plutôt communautaires sont pas seulement entre la Banque mondiale et le Sénégal, sont pas seulement entre les urbains et la bourgeoisie urbaine et le monde rural, mais qui traversent parfois au sein même des familles, voire même au sein des individus qui sont tiraillés entre leurs propres aspirations à de l'autonomie, à de l'indépendance et leur insertion dans des logiques familiales et communautaires. Et donc cette dimension des tensions, des contradictions qui traversent la société me semble important pour que l'intérêt porté au savoir n'apparaisse pas parfois un peu désincarné, et soit vraiment ancré dans des groupes sociaux et des dynamiques sociales. Alors, pour moi, en anthropologie, il me semble assez logique et normalement acquis que la reconnaissance des différentes modes de représentation du monde et différents types de savoirs, cette reconnaissance devrait être actée, et même si elle n'est pas forcément toujours en pratique dans les démarches de recherche. Mais du coup, je m'interroge parfois dans certains discours décoloniaux sur la tendance à pousser peut-être un petit peu loin le principe d'équivalence,
en voulant faire des savoirs locaux, populaires, vernaculaires, citoyens, d'expérience, etc., des savoirs scientifiques, et inversement, à dire que puisque les savoirs scientifiques sont situés, qui le sont forcément, finalement, ils ne sont pas différents des autres savoirs, quoi. Et il me semble que si on considère que la recherche et les sciences sociales ont une légitimité, ça passe forcément par reconnaître la spécificité des savoirs scientifiques, parce qu'il résulte effectivement d'un croisement entre des questionnements, des problématisations, des modes relativement normés de production des données, et aussi des modes de validation qui sont discutables peut-être, qui peuvent être modifiés, mais sans laquelle il n'y a pas cette capacité de monter en généralité des résultats scientifiques. Et pour moi, effectivement, reconnaître la légitimité ne veut pas dire forcément vouloir à tout prix une équivalence, mais que c'est au contraire dans la reconnaissance de la spécificité des savoirs scientifiques, avec leurs limites, c'est clair, qu'on peut trouver des façons, des modes de dialogue, de recherche partenariale qui soient productives. Effectivement, il y a un champ énorme, très novateur de travail sur des modes de recherche partenariale, participative, coproduite, etc. Mais ce que j'ai retenu des réflexions sur le sujet, c'est que cette volonté de mettre au même niveau de dialogue des savoirs de nature différente et de faire dialoguer de façon explicite des acteurs sociaux, leurs organisations de représentants, des chercheurs, n'annule pas la tension entre la finalité des connaissances, parce que des connaissances à finalité académique qui doivent suivre un certain nombre de règles, encore une fois qui peuvent être discutées ou modifiées, et les savoirs qui sont utiles à la société, sont utiles à des acteurs sociaux face à leurs problèmes, qui leur permettent de mieux comprendre les contextes dans lesquels ils sont, qui leur donnent des leviers pour agir, ne sont pas forcément les savoirs académiques. Et il me semble que cette tension-là, elle peut être travaillée dans des processus collaboratifs, mais qu'on n'y échappe pas, de savoir où est la priorité et comment se gère cette tension. Et c'est dans la diversité des modes d'organisation des processus de recherche collaboratifs que peut se négocier plus ou moins bien cette tension et ces articulations et le caractère coproductif de ces échanges. Ce qui demande beaucoup de temps, de négociation, de préparation, de montage, etc., pour construire les conditions d'une recherche qui soit coproduite à des degrés ou à d'autres. Et il y a un champ effectivement extrêmement, avec énormément d'expérimentation à mettre en place. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, mon cher Saron, pour ton invitation. Ça vole toujours très haut avec toi, mais je vais continuer d'essayer de t'enquiquiner avec mes questions, parfois saugrenues, mais je te prie de m'en excuser d'avance, et pardon pour la voix un petit peu enrouée. En réalité, j'avais 6 questions à te poser. Je pense que je vais skipper peut-être la dernière pour essayer d'être dans les temps. Je partirai, moi, du terrain, de la poussière des chemins, des salles d'audience surchauffées et des silences pesants des enquêtes. Autrement dit, ce qui m'intéresse vraiment dans ta proposition, ou tes propositions, c'est les applications pratiques. Vraiment, ce que tu proposes entre théorie et expérience. Donc, je partirai de là. La première question que j'aurais à te poser, c'est... est-ce que le poids de l'étiquette n'est pas étouffant? Est-ce que le décolonial ne risque pas d'étouffer l'enquête? Je vais prendre un exemple pratique. Si vous êtes dans le bassin arachidier, vous enquêtez sur les conflits fonciers, ça a été évoqué tout à l'heure, votre grille de lecture est aiguisée décoloniale, vous cherchez des traces du cantonnement colonial, la dépossession, mais les vieux vous parlent longuement des rabes, j'espère que je n'écorche pas trop ces génies des lieux, de la colère des ancêtres, d'un ancêtre négligé, des promesses non tenues entre familles, bien avant l'arrivée de l'administrateur blanc. Si vous ne retenez donc que le cadre colonial, vous ratez l'essentiel. Donc le risque est de voir des chercheurs tellement obsédés par la déconstruction du legs colonial qu'ils en deviennent sourds aux logiques endogènes de conflits
et de réconciliation qui leur sont offertes. La grille, donc, devient, c'est le risque, un bouclier qui empêche de voir. Deuxième question, le concret du décolonial. Et pour prendre un exemple qui nous est cher, puisqu'on pourrait y avoir travaillé tous les deux, si je prends le cas des centres d'écoute à Dakar, pour survivantes de violences conjugales. Alors, une approche classique, comme on a pu le faire, c'est questionnaire, statistiques, recommandations politiques. J'ai essayé de me demander ce que serait une approche décoloniale. Et là, j'ai l'impression qu'on ne va pas assez loin. Il me semble qu'il y a quelque chose qui manque. Et pour cela, je prendrai volontiers l'exemple de la religieuse Marie-Louise, qui est assez connue pour faire à Goma un énorme travail sur les violences sexuelles. Elle ne collecte pas des témoignages. Elle organise des cercles de parole où victimes, anciens bourreaux, guérisseurs, juges et imams discutent pendant des mois. Le savoir n'est donc pas extrait. Il émerge de confrontation des registres, le droit positif, le pardon chrétien, la réparation coutumière, la honte sociale. La recherche donc est réparation. Mais où doit s'arrêter le rôle du chercheur décolonial ou décolonialisé? Est-ce que ça amène à faire comme une collègue à Bamako, héberger une femme en fuite et transformer un petit peu son bureau en sanctuaire au risque de perdre toute neutralité académique contre laquelle tu nous as mis en garde tout à l'heure. Mais tu parles de programme d'action. Alors, est-ce que l'action, ça va jusque-là? Serait-il bien que tu poursuives la réflexion jusque-là? Autre risque, et c'est ma troisième question par rapport au décolonial, je suis toujours pas sûr d'avoir bien compris de quoi il retourne. Et il me semble que c'est devenu une forme d'obsession, et donc je compte sur tes lumières pour pouvoir éclairer nos lanternes. Est-ce que le décolonial ne risque pas d'être un renoncement à l'universel? Je prends là encore un exemple pratico-pratique, les enfants sorciers. J'aurais pu prendre aussi les femmes sorcières, et je recommande un texte très intéressant dans un récent numéro de Global Africa sur les femmes sorcières au Burkina par notre collègue Georges Rwamba. Donc les activistes locaux, on est en sciences citoyennes, je pense que c'est recouvre ce que tu appelles de tes voeux, utilisent deux outils. La dénonciation des croyances locales, perçues comme arriérées, et l'invocation de la Convention internationale des droits de l'enfant. Si les chercheurs déclarent que cet universalisme est un leurre colonial, quel est le langage commun qu'on offre à ces activistes pour fonder leur combat? Est-ce qu'on ne risque pas de les désarmer par rapport à des pouvoirs locaux prédateurs au nom d'un respect culturaliste qui peut devenir complice? Quatrième question, je reviens à l'obsession décoloniale. Au fond, la décolonisation, elle est vieille comme le monde. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à regarder aussi ce qui se fait ailleurs? Je pense que c'est des programmes qui ont commencé. Je sais à quel point les subaltern studies sont chers, par exemple, à un Mamadou Diouf qui a consacré énormément d'énergie à les faire connaître en Afrique. Mais est-ce que, de ce point de vue-là, j'aurais pu prendre d'autres exemples, hein, les sociétés mélanésiennes. Je pense à la masterclass que constitue le bouquin de James Scott, Weapons of the Weak. Et du coup, la question que ça pose, c'est... j'ai pas l'impression qu'eux, ils soient... Alors, peut-être que mon inculture est manifeste en l'occurrence, mais j'ai pas l'impression qu'ils se sentent obligés de faire précéder leurs travaux de longs manifestes décoloniales. Pourquoi cette différence d'obsession? L'Afrique porte-t-elle une blessure plus profonde ou un débat académique plus clivé en la matière? Cinquième question, produire plus de sciences ou redistribuer des labels. Alors la question ici, c'est de savoir, est-ce que le tournant produit-il des savoirs nouveaux ou recycle-t-il les anciens sous un label plus vertueux? Et ici, je me souviens d'un colloque où un jeune chercheur a présenté une relecture décoloniale du concept de démocratie africaine.
Et là, il est repris tout de go par un vieux prof qui lui dit que ton analyse est identique à celle que je faisais dans les années 70, avec les outils de la critique marxiste et l'école de la dépendance. Tu as juste remplacé impérialisme par colonialité du pouvoir. Qu'as-tu appris de plus? Donc le risque ici, en d'autres termes, c'est de cannibaliser nos propres traditions critiques en les renommant, plutôt que d'avancer. Et enfin, sixième question, je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Il me semble que c'est un aspect que tu n'as pas abordé, mais on est en présence, on est les témoins d'une révolution majeure en matière de sciences sociales qui s'approche du vœu de Bourdieu de cesser de se mordre la queue elle-même avec l'IA. Qu'est-ce que vaut le décolonial dans un contexte d'IA? Alors pour conclure, et filer la métaphore boisière, j'aurai quelques propositions. La première, c'est reconnaître le bois pourri, nos propres orthodoxies qui empêchent d'entendre, accepter de se brûler les doigts, comme la chercheuse qui héberge une victime, savoir quand il faut un gourdin et pas un fagot pour défendre les droits universels quand il le faut, et enfin, surtout, il faut regarder la forêt qui brûle, cette révolution numérique qui est en train de reconfigurer tous les rapports de savoir, potentiellement pour recoloniser nos esprits à une échelle inédite, le péril de l'IA. Donc le fagot doit être à la fois un outil de connaissance, me semble-t-il, un outil de combat et un outil de survie. Il serait intéressant que tu puisses montrer par des cas concrets qui peut être tout cela à la fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut mettre les slides? J'ai une seule image, la réponse à toutes tes questions. Alors, 10 minutes. Voilà la réponse à toutes tes questions, Firmin. Juste signaler que Firmin, qui pose ces questions sur la décolonialité, est lui-même rédacteur à Global Africa. Donc, Global Africa que vous ne connaissez pas, mais qui est cette revue décoloniale, où n'écrivent que les décoloniaux, où ne rééditent que les décoloniaux, où ne pensent que les décoloniaux. Donc, lui qui est rédacteur dedans me pose ces questions. Donc, vous imaginez le poids provocateur de ces questions. Mais moi, je voudrais vous remercier infiniment pour d'abord avoir accepté d'entrer dans ce jeu, parce qu'il s'agit d'une maturation. Hein. C'est le propre des maturations conceptuelles que d'être complètement imparfaite et de se corriger au fur et à mesure, et surtout de vouloir s'exposer à la lecture acérée des gens comme vous. Moi, je vous remercie infiniment. Et évidemment, Felwine, très clairement que ce que je propose, ce n'est que la première partie d'une montagne à fabriquer collectivement. C'est-à-dire la première partie d'un projet copossédé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, plein d'antécédents ont eu lieu, mais un des soucis que nous avons dans nos sciences sociales de manière globale et dans nos universités de manière globale, c'est la paresse à théoriser. Nous ne théorisons pas beaucoup en sciences sociales africaines de manière globale. Et donc, l'appel ici est clairement un appel à se lancer dans un champ de théorisation. Or, la théorisation, nous le savons très bien, c'est un exercice difficile, mais c'est un exercice qui n'est jamais satisfaisant. C'est pour cette raison que je pense effectivement que nous avons besoin de ces espaces où on amène des choses et on construit. Si vous me demandez, comme demandait le prof Lavigne Delville, qu'est-ce que je fais avec ça? Ma réponse est: je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Je ne sais même pas si vous allez devoir faire quelque chose avec, parce que vous, comme moi, sommes déjà dépassés par le projet en question. Nous ne sommes plus partie de la science de demain. Nous sommes les gens qui devons donner l'espace à cette science qui pense le monde à partir des contextes. Et c'est ici et maintenant que nous devons le faire. Et je pense que nous avons besoin de créer ces espaces où nous mettons en place des manières de penser
qui fonctionne justement par l'irrespect d'avec les hégémonies. Si nous continuons à avoir cette pudeur d'avec les hégémonies scientifiques, comme vous disiez tout à l'heure, oui, il faut reconnaître, vous disiez qu'il faut reconnaître le principe de différence, le principe de légitimité plurielle des sciences, mais que le principe d'équivalence n'est pas tout ça. Moi, je suis entièrement en désaccord avec ça. Complètement en désaccord. Parce que pour moi, c'est un des exemples de la fétichisation d'une manière de connaître le monde. La science, c'est une manière de connaître le monde. La science, ce n'est rien d'autre qu'une modalité d'accès au réel, qui n'est pas en soi supérieure aux autres modalités d'accès au réel. Par ailleurs, en tant que modalité d'accès au réel, la science a bénéficié de conjonction de facteurs, dont les facteurs économiques, les facteurs de croyance, les facteurs ontologiques, etc., qui ont propulsé la science comme une modalité d'accès au réel la plus puissante de toutes. La plus puissante en termes de qu'est-ce que la science fait aux sociétés. Mais si on avait eu une conjonction de facteurs favorables à d'autres modalités d'accès au réel, ben, on serait surpris de voir comment, par exemple, les épistémologies partagées du Pernambouc au Brésil concourent à créer des schémas de connaissances qui agissent sur le monde. Je pense qu'il faut arrêter la fétichisation avec les sciences. Et je profite pour cette fameuse question. Qu'est-ce que ce tournant décolonial ou ces questions décoloniales vont faire à toute cette construction de savoir d'il y a 50 ans? Ça va aller au-delà, tout simplement. L'idée, ce n'est pas de dire que tout ce qui s'est fait depuis 50 ans, là, il faut jeter à la poubelle. L'idée, c'est de dire qu'on a fait tant de chemin depuis 50 ans, il est temps de faire quelque chose que Global Africa a fait en 4 ans, c'est-à-dire se mettre sur un chantier et arriver à avoir 12 ou je ne sais quoi numéros de l'indexation, etc. Nous sommes capables de changer de voie. Après, quand tu dis changeons de voie, une des questions qui vient et qui est naturelle, moi je ne vous reproche pas de poser cette question ni à quelqu'un d'autre, une des questions qui est naturelle qui vient, c'est de dire qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va rencontrer là-bas. Mais je ne sais pas. La seule chose, c'est qu'en changeant de voie, on rencontre d'autres choses qui peuvent être des opportunités comme des contraintes. Mais nous devons, à mon sens, il devient urgent pour les sciences sociales aujourd'hui de se défaire de certaines logiques de fétichisation. Et donc de pouvoir donner l'espace de connaissance. Et donc moi je n'ai jamais dit que les sciences, la science et les autres modalités d'accès au réel doivent être mises en débat, en querelle. Non, je dis simplement que dans l'espace même de la science, il doit être maintenant question de place pour ceux qui a longtemps été silenciés dans cet espace de silence, qui sont les autres modalités de savoir. Et il n'appartient même pas aux scientifiques de donner cet espace. Il n'appartient même pas aux scientifiques de donner cet espace. Je crois que c'est de notre responsabilité aujourd'hui d'enlever, de faire tomber les murs de l'université pour que les sociétés entrent et pervertissent nos modalités universitaires de connaître le monde. En général, quand je dis ça, une des questions qu'on me pose, c'est « mais qu'est-ce que tu fais à l'université ?» Dans une conférence que j'avais faite il y a quelques jours, lorsqu'on faisait l'anniversaire au professeur, l'hommage au professeur Abdou Salam Fall, il y a un monsieur qui était venu dans la salle et qui est resté écouter une conférence que je faisais sur le quai de pêche de Kayar, et qui à la fin de la séance m'a dit « mais qu'est-ce que vous faites à l'université, vous ?» Après, il a écrit sur Facebook, j'ai rencontré un gars iconoclaste au point de contester à l'université la qualité de sa chambre. Ma réponse était simple. C'est de dire que c'est mon point de vue dans le sens de Viveros de Castro. C'est mon point de départ. L'université est le lieu où je suis pour habiter ma responsabilité principale qui est de penser différemment. Maintenant, évidemment, Firmin, le poids de l'étiquette, le concret du décolonial. Alors, Tahani, ce n'est pas un programme d'action. Je crois que là, tu as un peu commis une petite erreur. Tahani, ce n'est pas un programme d'action, c'est un programme en acte. Comme au théâtre. C'est un programme en acte. Et dans chaque acte, il y a une flopée de choses qu'on peut faire. Et de ce point de vue-là, l'idée, ce n'est pas d'aller sur le terrain pour monter des lunettes décoloniales, pour essayer de voir la réalité. Quelle réalité verrais-tu si tu montes des lunettes décoloniales aujourd'hui, avec les concepts que nous avons, les concepts que tu sais tellement manipuler, hein, etc.
l'idée, ce n'est pas d'aller chausser des lunettes décoloniales pour regarder le monde, c'est de cesser d'imposer aux réalités les catégories heuristiques, les catégories conceptuelles que nous avons. Et je n'ai pas eu le temps de tout développer sur ces désintoxications, mais moi, ma proposition, c'est simplement ça. C'est de dire, ce fagot-là, il te brûle les doigts, comme tu dis. Mais c'est ce fagot qui te permet aussi de cuire ton repas. C'est ce fagot qui te permet de te chauffer. C'est ce fagot qui te permet de gagner des ressources en vendant extra. Mais tu vois bien que ce fagot, c'est aussi un fardeau. Mais c'est le fardeau que nous devons porter pour créer ces liens de reliance. Dans ce fagot, il y a des brindilles, il y a des brins, il y a ce que tu peux appeler gourdin, comme ce que tu peux appeler petite branche. Mais l'intérêt, ce n'est ni de frapper quelqu'un, ni de brûler quelqu'un d'autre. L'intérêt, c'est à partir de ce système de solidarité des connaissances, de construire un monde différent. C'est ça, en fait, l'enjeu. Je ne réponds pas directement à toutes vos questions, bien entendu, mais je voulais juste dire 2-3 trucs pour gagner et donner à Philbin. Merci beaucoup. D'accord. Une minute. Je vais juste ajouter à la question de l'équivalence des savoirs que tu as posée. La question, c'est une question de l'égalité de principe des régimes de savoir et des manières de connaître le monde. Ce n'est pas une question d'une équivalence de déploiement. Et c'est la question de la commensurabilité. Comment on arrête d'évaluer les autres ordres du savoir avec les catégories du savoir scientifique qui est le seul à les valider, qui impose une monoculture du savoir, et on dit on veut dialoguer, mais à condition que vous acceptiez que nous ne sommes pas de la même puissance. Et c'est justement ça le problème. Une égalité de principe, elle rétablit la possibilité de reconnaître l'autre dans ses manières d'appréhender le réel. Donc juste ça. Le cadre colonial, ce n'est pas la recherche de traces de la colonialité, c'est la recherche du prisme par lequel on regarde les choses. Les données empiriques, elles nous sont données. Il y a des ordres interprétatifs, philosophiques, scientifiques, et il y a la culture qui est entre les deux, qui impose au regard des manières de sentir et d'être, et qui fait que le regard est codé. Et la catégorie coloniale, on peut l'enlever, ça n'empêche pas que le réel qui est façonné par cette catégorie-là est là. Et le problème, ce n'est pas de surimposer la catégorie coloniale sur le réel, mais il n'est pas aussi de se dire qu'en enlevant la catégorie, on enlève ce que ce réel a produit. Donc c'était juste ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Permettez-moi d'exprimer toute notre gratitude au professeur Chersadi Boussaro pour cette communication d'une grande profondeur et qui a surtout su ouvrir des perspectives essentielles sur la recomposition des savoirs dans les sciences sociales africaines. Je tiens également à remercier très chaleureusement nos discutants pour la qualité des analyses et surtout la pertinence de leurs questionnements et la richesse de leurs éclairages. Donc nous allons à présent poursuivre notre programme avec le panel suivant. Et pour conduire cette prochaine séquence, j'ai le plaisir de passer le témoin à Gilbert Babena et Marie-Louise qui assureront la modération de ce panel. C'est à vous, c'était un honneur, merci beaucoup.